Au pied des pyramides, après une victoire, Napoléon Bonaparte prononça l'une de ses phrases les plus célèbres. « Soldats, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. » Aujourd'hui, nous vous convions à découvrir une petite partie de cette longue histoire égyptienne, et notamment au Caire. Avec environ 20 millions d'habitants, une urbanisation galopante, des problèmes de trafic urbain, de pollution, cette capitale est la deuxième ville la plus peuplée du continent africain, derrière Lagos au Nigeria. Contrairement à ce que les cartes postales pourraient faire croire, l'origine de la ville ne remonte pas au complexe pyramidal de Gizeh, mais à la conquête de l'Égypte par le général Jawar en 969 sous la dynastie califale arabe chiite ismaélienne des Fatimides. Le Caire fatimide n'est pas la première cité islamique en Égypte, car lorsque les Arabes conquirent l'Égypte, ils bâtirent une première cité islamique nommée Fustat à côté du vieux quartier copte. Puis lorsque les Fatimides vinrent en Égypte, ils construisirent une nouvelle cité au nord de Fustat qu'ils ont appelée Al-Qaïra ou la Victorieuse. La première occupation urbaine de ce Grand Caire, tel que nous le connaissons aujourd'hui, fut donc la ville de Fustat. Fondée en 641, lorsque les Byzantins plièrent sous les armes d'Amr ibn Alas, artisan de la conquête de l'Égypte par les Arabes. Mais que reste-t-il encore de ces périodes anciennes? Depuis que nous avons commencé ce projet en 1999, avec le Trust Aga Khan pour la culture et l'Institut français d'archéologie, notre objectif principal était de se concentrer sur le mur ayoubide. À côté du mur ayoubide, nous avons trouvé ce superbe mur fatimide fait de briques de terre séchée, et donc nous avons orienté notre recherche vers l'architecture et les fondations fatimides. Nous avons trouvé un mausolée fatimide avec une fontaine et un jardin, datant de la fin du Xe siècle, c'est-à-dire presque lorsque les Fatimides arrivèrent de Tunisie en Égypte. À propos de fontaines et de jardins, et avant de découvrir d'autres traces des Fatimides, voici un lieu contigu à ces fouilles qui a changé la ville du Caire et notamment son vieux quartier de Darb al-Ahmar. Difficile à croire en voyant tant de verdure qu'il y a plus de 20 ans, ce site d'une trentaine d'hectares était une immense déchetterie à ciel ouvert. À 87 mètres au-dessus du cours du Nil, le parc Al-Azhar offre ainsi une vue panoramique à 360 degrés sur la citadelle, la mosquée du sultan Hassan, le Caire ancien et moderne. Sous une profusion de palmiers royaux, de manguiers, d'acacias, de bougainvilliers, de parterres fleuris et de pelouses, les habitants jouissent d'un espace de détente et de repos, loin de la vie trépidante et polluée de cette cité. Mais ce n'était pas l'unique préoccupation lors de sa construction. Dès le début du projet de ce parc, en 1996, l'Aga Khan nous a dit qu'il y aurait aussi beaucoup d'autres projets pour restaurer des monuments, sauvegarder et revitaliser le patrimoine matériel et immatériel. Il suffit de faire quelques pas vers l'imposante porte Bab Zouaïla, ouvrant sur le sud du quartier médiéval de Darb al-Ahmar, qui borde ce parc, pour constater qu'il est en train de renaître de sa splendeur passée. Tout comme les deux autres portes encore restantes donnant accès à cette cité, Bab Zouaïla fut construite au début du XIe siècle sous le califat des Fatimides. Passé le porche, la rue Al-Moudzi Lidinala, qui traverse tout ce quartier du sud au nord, est pleine de richesses, grouillante de diverses petites échoppes. Car Darb al-Ahmar n'est pas un musée ni un lieu touristique renommé. Ses habitants y vivent et y travaillent encore. Ils sont parmi les plus pauvres du Caire. Dans ce dédale de ruelles, se côtoient la simplicité de l'artisanat et la magnificence de certains bâtiments, comme la mosquée Al-Akmar. La richesse et la finesse de sa décoration, sur pierre ou sur bois, témoignent du savoir-faire des artisans de l'époque. Mais leur art se limitait-il à des motifs abstraits? A dichotomy in
Il y a une dichotomie dans la façon de décorer les objets d'art entre ceux destinés aux sites religieux de l'islam, dans lesquels vous ne trouvez presque jamais de personnages ou d'images, et ceux qui étaient destinés pour d'autres usages. On trouve très fréquemment des décorations figuratives dans les palais, on en trouve beaucoup sur les poteries. Nous avons de merveilleux exemples de gens parés de vêtements curieux, de jeunes qui semblent complètement nus et armés en compétition. Nous avons des animaux et peut-être une signification iconographique associant des pans au paradis. Ce quartier du Caire a indéniablement un très vaste patrimoine islamique, comme par exemple la mosquée Ibn Touloun, la troisième mosquée construite en Égypte. Seule à avoir traversé le temps en l'état, elle est donc considérée comme la plus ancienne. Elle fut construite de 876 à 879 par Ahmed ibn Touloun, fondateur de la dynastie égyptienne des Toulounides. D'une superficie totale d'environ 26 000 mètres carrés, elle est la troisième plus grande mosquée du monde. Elle présente une combinaison de matériaux et de styles des différentes périodes. Chaque courant politique, religieux ou artistique y a laissé son empreinte, comme en témoigne cette exceptionnelle partie de mur datant de la période fatimide. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'art et l'architecture fatimide a intégré les décorations précédentes byzantines et copte pour créer ses propres formes, son propre design. Le Caire, fondé par les Fatimides, a continué à exister pendant la période Ayyubide, pendant la période Mamelouk, et maintenant, au cœur de la ville, tous ces styles d'architecture se côtoient. Un tel patrimoine, un tel mélange de styles sur une si petite surface dépasse l'imagination. Ce quartier est comme un grand livre d'histoire à ciel ouvert et à travers les siècles. Et justement, à propos de livres, à quelques pas de là, on découvre la plus ancienne université islamique encore active au monde après Qarawiyyin au Maroc et l'université Zitouna en Tunisie. Lorsque le général Jawhar al-Sikili posa la première pierre de la nouvelle capitale en 969, il avait prévu d'y bâtir une grande mosquée. Sa construction commença en 970 et dura 2 ans. D'abord appelée Jama al-Kahira, la mosquée du Caire fut par la suite renommée Al-Azhar pour rendre hommage à Fatima Zahra, la fille de Mahomet. Une école fut ouverte à côté dès 975, devenue en 988 une université où étaient enseignés le droit et la théologie. En 1005, sous le califat d'Al-Hakim, elle devient une maison du savoir, munie d'une importante bibliothèque publique. On y enseigne la chimie, l'astronomie et la philosophie, en plus des disciplines strictement religieuses comme les hadiths et le Coran. Les Fatimides fondèrent aussi Darb al-Himma, la maison des connaissances qui possédait une très grande bibliothèque coranique ouverte au public. On y étudiait également la philosophie et l'astronomie. Cette bibliothèque médiévale contenait plus de 200 000 livres et manuscrits en différentes langues. Hélas, ces collections n'ont pas résisté au temps et elles ont été dispersées ou détruites. Malheureusement, il y a eu une terrible famine au milieu du XIe siècle. Et comme il n'y avait plus d'argent pour payer les troupes, celles-ci sont venues directement se servir dans le trésor. Ainsi, la bibliothèque et d'autres trésors furent dispersés, détruits ou endommagés. Nous avons trace de celles-ci que par des manuscrits historiques, mais hélas, plus par des objets. La proximité de telles académies pourrait transformer ses habitants en érudits. Hélas, il n'en est rien. C'est l'un des quartiers les plus pauvres du Caire. La richesse de leur savoir, on la retrouve sur les gestes millénaires qu'exécutent les artisans locaux, que ce soit dans la teinture, la menuiserie ou la marqueterie. Pour lancer leur activité et se doter de quelques machines rudimentaires, ils peuvent depuis quelques années bénéficier de microcrédits octroyés par l'agence Aga Khan pour la microfinance. En effet, aider les habitants à sortir de la pauvreté, c'est aussi un des moyens pour qu'ils prennent soin de ces lieux exceptionnels.
Le fruit de leur travail servira soit à restaurer des habitations, soit à être vendu sur les marchés et échoppes de ces ruelles à des touristes de passage. Si les mosquées ou mausolées sont très présents dans ce quartier, d'autres témoins de sa riche histoire se découvrent. L'église Sainte-Marie, une des 4 églises du quartier, est surnommée l'église suspendue, car elle est bâtie au-dessus de la forteresse romaine qui lui sert d'assise. C'est une des toutes premières, donc des plus célèbres églises coptes du Caire. Elle fut construite au IXe siècle après l'invasion arabe. Sa chaire de marbre du XIe siècle est soutenue par 13 piliers représentant Jésus de Nazareth et ses 12 apôtres. Certaines icônes qui ornent les murs datent du début du Xe siècle. La synagogue Ben Ezra est la plus ancienne d'Égypte. Elle est particulièrement originale car 3 grandes religions se côtoient dans ses murs. Son architecture est chrétienne, mais ses ornements sont juifs et elle comprend des arabesques islamiques. Pour la légende, on dit que c'est ici que la fille du pharaon a recueilli Moïse dans un panier. Ce quartier du Caire, encore trop méconnu des touristes, mérite donc que ses habitants y prêtent une attention toute particulière pour sauvegarder la diversité et la richesse de son patrimoine. Ce quartier est un endroit très actif et très dynamique, mais aussi un endroit très bruyant. Si vous aimez ce genre d'atmosphère, c'est un endroit très agréable à vivre. Nous avons parlé à beaucoup d'habitants de ce quartier et tous sont d'accord pour dire que celui-ci est un joyau. Si vous avez un diamant dans votre main, mais que vous n'en parlez pas et n'apprenez pas que c'est un diamant, vous penserez que c'est un simple morceau de verre. Ce que nous essayons de faire, c'est de leur montrer la rareté et la beauté. Et c'est notre responsabilité commune de les conserver et les préserver pour des générations futures.